Ma belle-fille a dit, le plus beau cadeau pour mon mariage, c'est que tu ne viennes pas, tu ne es pas mon vrai père, tu es juste Robert. Ma femme est restée silencieuse. Alors c'est exactement ce que j'ai fait. Après avoir vendu la maison et annulé les frais du mariage. Ce que j'ai laissé dans la cuisine vide les a choqués. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas claqué les portes. J'ai juste commencé à passer des coups de fil. Le premier était pour mon avocate. Le deuxième, pour mon conseiller financier. Le troisième, pour un agent immobilier que je connaissais depuis 20 ans. Au moment où le soleil se couchait ce soir-là, j'avais mis en branle quelque chose que personne dans ma famille n'avait vu venir. Mais je m'emballe un peu. Je m'appelle Robert Chen. J'ai 63 ans. Et depuis 14 ans, je suis le beau-père d'une femme nommée Victoria. Quand j'ai épousé sa mère, Patricia, Victoria avait 18 ans, sortait tout juste du lycée, pleine de projets et de rêves qui semblaient changer toutes les 2 semaines. Patricia et moi nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds à Vancouver. C'était une veuve, gracieuse et gentille, ou du moins, c'est ce que je pensais. Victoria avait perdu son père biologique quand elle avait 12 ans. Je n'essayais pas de le remplacer. Je n'ai jamais dit que j'étais son père. J'essayais juste d'être là. Et j'ai été là pendant 14 ans. J'ai payé ses frais de scolarité à l'université, quand elle a décidé d'étudier le commerce à l'UBC. J'ai payé son appartement, quand elle a dit que les dortoirs étaient trop bruyants. J'ai payé sa voiture, quand elle a dit qu'elle avait besoin d'un transport fiable. J'ai payé son voyage en Europe, quand elle a dit que c'était éducatif. J'ai payé sa première entreprise, quand elle a dit qu'elle voulait être entrepreneur. Cette entreprise a fait faillite en moins de 6 mois. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste remboursé les dettes et je l'ai aidé à fermer tout ça correctement. Je l'ai aidé à déménager 4 fois. J'ai réparé sa voiture 3 fois, quand elle ne pouvait pas payer le mécanicien. J'étais là à 2 heures du matin quand elle appelait, en pleurs à cause d'une rupture. J'étais là quand elle a eu une intoxication alimentaire et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital. J'étais là quand elle se disputait avec sa mère et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour leur faire entendre raison à toutes les deux. Patricia disait toujours que je la gâtais. Peut-être que je l'ai fait, mais Victoria était ce qui se rapprochait le plus d'une fille pour moi. Mon premier mariage s'était terminé avant que nous ayons des enfants. C'était ma seconde chance d'avoir une famille, et je voulais bien faire les choses. Il y a 2 mois, Victoria s'est fiancée à un homme nommé Connor. Un type assez sympa. Il travaillait dans la tech. Il semblait la rendre heureuse. J'étais sincèrement content pour elle. Ils ont fixé une date pour septembre. Ils prévoyaient un grand mariage dans un vignoble de la vallée de l'Okanagan. 200 invités, quatuor à cordes, fleurs importées, la totale. Un soir, Patricia m'a demandé combien je pensais que nous devrions contribuer. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. J'allais prendre en charge les frais du mariage, la totalité. C'est ce que font les pères, ai-je dit. Même les beaux-pères. Victoria m'a serré dans ses bras quand je le lui ai dit. Elle a même pleuré un peu. Elle a dit que j'étais le meilleur. Que la famille de Connor ne pourrait jamais se permettre une chose pareille. Que cela signifiait tout pour elle. Patricia m'a serré la main de l'autre côté de la table et m'a souri de cette façon qu'elle avait autrefois, quand les choses allaient encore bien entre nous. J'aurais dû me méfier. Il y a 3 semaines, Victoria est venue à la maison avec Connor. Il voulait revoir certains détails du mariage, le plan de table, surtout qui s'assoit où, qui est placé à côté de qui, toute cette petite politique d'un grand mariage. Nous étions dans le salon, des feuilles de calcul imprimées sur la table basse, quand le téléphone de Victoria a sonné. C'était le frère de son père biologique, son oncle James. Il vivait à Toronto. Ils avaient toujours été proches. Elle l'a mis sur haut-parleur. Ils ont parlé du mariage. Il a dit qu'il prenait l'avion pour venir. Il ne manquerait ça pour rien au monde. Puis il a demandé si son père aurait été fier. Les yeux de Victoria sont devenus humides. Elle a dit, oui, absolument. Ils ont évoqué des souvenirs, comment son père avait l'habitude de danser avec elle dans la cuisine quand elle était petite. Ça ne me dérangeait pas. Ça ne m'a jamais dérangé quand elle parlait de son père biologique. Il faisait partie de sa vie. Je respectais ça. Puis l'oncle James a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit, et je suis tellement content que tu gardes ça juste en famille, Vicky. Ton père aurait voulu ça.
pas d'étrangers, juste les gens qui comptent vraiment. Victoria a ri. Elle a vraiment ri. Elle a dit, je sais, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je voulais. Juste la vraie famille. J'ai regardé Patricia. Elle fixait la feuille de calcul. Elle n'a pas levé les yeux. Connor a bougé, mal à l'aise, sur le canapé. J'ai demandé à Victoria ce que son oncle voulait dire par là. Elle m'a regardé comme si j'avais interrompu quelque chose de privé. Elle a désactivé le haut-parleur et s'est dirigée vers la cuisine. Je pouvais entendre sa voix étouffée, disant quelque chose à propos de le rappeler plus tard. Quand elle est revenue, j'ai demandé à nouveau. Elle a soupiré. Elle a dit que ce n'était pas grand-chose. Elle a dit que l'oncle James était juste excité par le mariage. J'ai dit, Victoria, qu'est-ce qu'il voulait dire par pas d'étranger? Elle a regardé Connor. Connor a regardé ses mains. Puis elle l'a dit. Elle a dit, Robert, tu as été formidable. Vraiment. Mais c'est le jour de mon mariage. C'est à propos de moi et de Connor, et c'est pour honorer la mémoire de mon vrai père. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas, je n'ai pas compris au début. J'ai cru avoir mal entendu. J'ai dit, quoi? Elle a dit, je ne veux pas de toi au mariage. Patricia a finalement levé les yeux. Elle a ouvert la bouche comme si elle allait dire quelque chose, mais rien n'est sorti. J'ai dit, Victoria, je paie pour le mariage. Elle a dit, je sais et je t'en suis reconnaissante. Vraiment. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de ce qui me semble juste. Et t'avoir là, assis au premier rang comme si tu étais mon père, ça me semble juste faux. Mon père est mort. Tu n'es pas lui. Tu es Robert. Tu as été gentil avec moi, mais soyons honnêtes sur ce que c'est. La pièce est devenue silencieuse. Connor a dit très doucement, Vicky, peut-être qu'on devrait en parler plus tard. Elle l'a ignoré. Elle me regardait maintenant, et son expression n'était pas de la colère. C'était presque de la pitié. Elle a dit, j'y ai beaucoup réfléchi. Plus je planifie ce mariage, plus je réalise que je veux qu'il soit authentique. Je veux honorer mon père. Je veux que sa mémoire soit présente. Et je ne peux pas faire ça si tu es assis là, à faire semblant d'être lui. J'ai dit, je n'ai jamais prétendu être ton père. Elle a dit, tu l'as un peu fait, pourtant. Tu as toujours agi comme si tu avais le droit d'être impliqué dans ma vie. Tu as toujours agi comme si je te devais quelque chose. Patricia a dit très doucement, Victoria, ce n'est pas juste. Victoria s'est tournée vers sa mère. Elle a dit, maman, tu sais que c'est vrai. Robert a toujours été là à rôder, toujours à poser des questions, toujours à essayer de faire partie de tout. J'ai 28 ans. Je n'ai plus besoin d'un père. Et je n'ai surtout pas besoin d'un faux père. Je me suis levé. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin de faire autre chose que de rester assis là à écouter ça. J'ai dit, donc, tu veux que je paie pour ton mariage, mais que je n'y assiste pas? Elle a dit, enfin, si tu veux le présenter comme ça, oui. Je ne dis pas que tu es obligé de payer, mais tu l'as proposé. Si tu ne veux plus, c'est bon. Connor et moi, on trouvera une solution. J'ai regardé Patricia à nouveau. Elle pleurait maintenant, silencieusement, les larmes coulant simplement sur son visage, mais elle ne disait rien. Elle n'a pas dit à Victoria d'arrêter. Elle ne m'a pas défendu. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas seulement Victoria. Patricia était d'accord avec elle. Peut-être pas à voix haute, mais dans sa façon de rester silencieuse, dans sa façon de ne pas me regarder, je pouvais le voir. Elle avait pensé la même chose. J'étais l'étranger. J'avais toujours été l'étranger. J'ai dit très calmement, d'accord. Victoria a cligné des yeux. Elle a dit, d'accord, quoi? J'ai dit, d'accord, je ne viendrai pas au mariage. Est-ce qu'il y a autre chose que tu dois me dire? Elle a eu l'air soulagée. Elle a même souri un peu. Elle a dit, non, c'est tout. Je suis contente que tu comprennes, Robert. Vraiment. Ça ne change rien entre nous. Je tiens toujours à toi, mais ce jour est spécial et j'ai besoin qu'il soit parfait. Connor s'est levé. Il a dit qu'il devrait probablement y aller. Victoria était d'accord. Ils ont rassemblé leurs papiers et se sont dirigés vers la porte. Avant de partir,
Victoria s'est retournée et a dit « Merci d'être cool avec ça, Robert. Tu es un type bien. » Puis ils sont partis. Patricia et moi sommes restés assis dans le salon pendant un long moment sans parler. Finalement, elle a dit qu'elle ne le pensait pas de la façon dont ça a sonné. J'ai dit « Si, elle le pensait. » Elle a dit « Elle est juste émotive à propos du mariage. Son père lui manque. Tu ne peux pas prendre ça personnellement. » J'ai dit « Patricia, ta fille vient de me dire que je ne suis pas de la famille, que je suis un étranger, que j'ai fait semblant pendant 14 ans. Comment exactement suis-je censé prendre ça ?» Elle n'a pas répondu. J'ai dit « Et tu n'as rien dit. Tu es restée assise là et tu l'as laissé dire tout ça. Et tu n'as pas dit un seul mot pour ma défense. » Elle a dit « Qu'est-ce que tu voulais que je dise ? C'est ma fille, Robert. Je ne peux pas contrôler ce qu'elle ressent. » J'ai dit « Tu aurais pu lui dire qu'elle avait tort. Tu aurais pu lui dire que j'ai été là pour elle depuis qu'elle a 18 ans. Tu aurais pu lui dire que la famille, ce n'est pas que le sang. » Patricia a essuyé ses yeux. Elle a dit « Peut-être qu'elle a raison, pourtant. Peut-être qu'on a tous fait semblant. » C'est à ce moment-là que j'ai su que mon mariage était fini. Je ne me suis pas disputé avec elle. Je n'ai pas essayé de la faire changer d'avis. Je me suis juste levé, je suis monté à mon bureau et j'ai fermé la porte. Puis j'ai commencé à passer ses coups de fil. Le lendemain matin, j'ai dit à Patricia que je devais régler certaines affaires. Je serais absent la majeure partie de la journée. Elle a à peine levé les yeux de son café. J'ai rencontré mon avocate en premier. Elle s'appelle Dorothy, et nous nous connaissons depuis 30 ans. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, puis elle a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire. Elle a dit « Es-tu sûr de ça, Robert ?» J'ai dit « Totalement. » Elle a dit « Ça va faire mal à beaucoup de gens. » J'ai dit « Ils m'ont fait mal en premier. » Elle a hoché la tête. Elle a dit « Très bien, alors. Parlons de la maison. » La maison que Patricia et moi habitions était à mon nom uniquement. Je l'avais achetée 5 ans avant notre mariage, et nous n'avions jamais changé le titre de propriété. C'était une belle maison à North Vancouver. 4 chambres, vue sur les montagnes, valeur d'environ 2 millions. Patricia avait emménagé quand nous nous étions mariés. Son nom n'était sur rien. Dorothy a dit que j'avais tout à fait le droit légal de la vendre. Patricia n'aurait aucun droit de réclamation à moins qu'elle ne puisse prouver qu'elle avait contribué de manière significative à l'hypothèque ou aux rénovations. Elle ne l'avait pas fait. J'avais tout payé. J'ai demandé à Dorothy combien de temps il faudrait pour vendre une maison comme celle-ci si je voulais aller vite. Elle a dit, dans ce marché, tu pourrais l'avoir vendue en 2 semaines si tu fixes le bon prix. J'ai dit, faites-le. Ensuite, j'ai rencontré mon conseiller financier, Gérald. Je lui ai dit que je devais liquider certains investissements et déplacer de l'argent. Je voulais que tout soit séparé, tout propre, pas de compte joint, pas d'actifs partagés. Je voulais savoir exactement ce qui était à moi et ce qui devait être protégé. Gérald a posé la même question que Dorothy. Étais-je sûr ? J'étais sûr. Il a dit qu'il faudrait quelques jours pour tout trier, mais que c'était faisable. Puis j'ai rencontré un agent immobilier nommé Marcus. C'est lui qui m'avait vendu la maison à l'origine. Je lui ai dit que je voulais la mettre en vente immédiatement. Je voulais qu'elle soit vendue avant la fin du mois. Il a sifflé. Il a dit, c'est rapide, Robert. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, je fais un changement. Il a dit qu'il pouvait le faire. Il aurait des photographes sur place cette semaine-là. On la mettrait en vente à un prix élevé, pour voir ce qui se passerait. Je l'ai remercié et je suis rentré chez moi. Patricia était dans la cuisine quand je suis rentré. Elle a demandé où j'étais passé. J'ai dit, je m'occupais de certaines choses. Elle a dit, Victoria a appelé, elle voulait savoir si on pouvait tous dîner ensemble la semaine prochaine pour finaliser quelques détails du mariage. J'ai dit, tu peux dîner avec elle. Je n'irai pas, Patricia a froncé les sourcils. Elle a dit, Robert, ne sois pas comme ça. Elle s'est excusée. J'ai dit, non, elle ne l'a pas fait. Patricia a dit, eh bien, elle se sent mal. C'est en gros la même chose. J'ai dit, ce n'est pas la même chose. Je suis monté à l'étage. J'avais du travail à faire. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai erré dans la maison comme un fantôme.
Patricia m'a demandé plusieurs fois ce qui n'allait pas. Je lui ai dit rien. J'étais juste occupé. Elle a semblé accepter cela. Le panneau « À vendre » a été installé un mardi. Patricia l'a vu quand elle est rentrée de son club de lecture. Elle est entrée dans mon bureau en tenant ses clés de voiture, le visage pâle. Elle a dit « Pourquoi y a-t-il un panneau à vendre sur notre pelouse ?» J'ai dit « Parce que je vends la maison. » Elle a dit « Tu fais quoi ?» J'ai dit « Je vends la maison. Elle est à moi. Je la vends. » Elle a dit « Tu ne peux pas faire ça. Je vis ici. » J'ai dit « Plus pour très longtemps. » Elle m'a fixé du regard. Elle a dit « Robert, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Je disparais, Patricia. » C'est ce que Victoria voulait, n'est-ce pas? Que je ne sois pas là. Eh bien, je suis son conseil. Je me retire de cette famille. Elle a dit « C'est de la folie. Tu es ridicule. » J'ai dit « Non, je suis clair. Ta fille a fait comprendre très clairement que je ne suis pas de la famille. Tu l'as fait comprendre très clairement en restant silencieuse, alors j'agis en conséquence. » Patricia a commencé à pleurer. Elle a dit que ce n'était pas juste, que je réagissais de manière excessive, que Victoria ne le pensait pas vraiment. J'ai dit qu'elle le pensait, et toi aussi. Elle m'a supplié de reconsidérer. Elle a dit, on pourrait en parler, aller voir un conseiller, arranger les choses. J'ai dit qu'une thérapie ne changerait rien au fait qu'après 14 ans, j'étais toujours juste l'étranger qui payait pour les choses. La maison s'est vendue en 9 jours. Un jeune couple de Hong Kong. Offre comptant de 2,3 millions. Marcus m'a appelé personnellement pour dire que c'était la vente la plus rapide qu'il ait vue depuis des années. J'ai accepté immédiatement. La signature finale était fixée pour 3 semaines plus tard. Patricia a déménagé dans un hôtel. Elle m'appelait tous les jours, parfois 2 fois par jour, me suppliant d'arrêter tout ça. Je ne répondais pas à la plupart des appels. Quand je le faisais, je restais bref. La décision était prise. Victoria m'a appelé aussi. Elle était en colère. Elle a dit que j'étais cruel envers sa mère. Elle a dit que je les punissais toutes les deux pour une seule erreur. Elle a dit qu'elle s'était déjà excusée. Que voulais-je de plus? J'ai dit, tu ne t'es pas excusée, Victoria. Tu as dit que tu te sentais mal. Ce n'est pas la même chose. Elle a dit, d'accord, je suis désolé. Ok, je suis désolé. C'est ce que tu veux entendre? J'ai dit, c'est 14 ans trop tard. Elle a dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, ça veut dire que j'ai passé 14 ans à être là pour toi. Et au moment où ça comptait, tu m'as dit que je n'étais personne. Alors maintenant, j'agis comme si je n'étais personne. Je disparais exactement comme tu le voulais. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit que je gâchais son mariage, que je gâchais sa vie, que je gâchais tout. J'ai dit, Victoria, je ne viens pas à ton mariage. Je ne paie pas pour ton mariage. Je ne paie plus pour rien. Tu as 28 ans. Tu te débrouilleras. Elle a dit, tu avais déjà promis de payer. J'ai dit, et tu avais promis que je faisais partie de la famille. Nous avons tous les deux dit des choses qui se sont révélées fausses. Puis j'ai raccroché. Connor m'a appelé le lendemain. Il était poli, prudent. Il a dit qu'il comprenait que j'étais contrarié, mais pourrions-nous s'il vous plaît en parler comme des adultes? J'ai dit, Connor, ça ne te concerne pas, il a dit, ça me concerne un peu. Tu retires le financement de notre mariage. J'ai dit, je retire le financement d'un mariage auquel je ne suis pas invité. Ça me semble juste. Il a dit que Victoria était prête à m'inviter maintenant si c'était ce qu'il fallait. J'ai dit, je ne veux pas d'une invitation par pitié, Connor. Je veux être respecté. Puisque ce n'est apparemment pas possible, je me retire de la situation. Il a essayé d'argumenter. Je lui ai souhaité bonne chance et j'ai mis fin à l'appel. La date de la signature est arrivée. J'avais déjà déménagé la plupart de mes affaires personnelles dans un garde-meuble. J'avais loué un petit appartement en centre-ville, quelque chose de temporaire, le temps de décider de ma prochaine étape. La veille au soir, les nouveaux propriétaires ont pris possession des lieux. Je suis retourné à la maison une dernière fois. Elle était vide. Tous les meubles étaient partis, vendus ou donnés. Mes pas résonnaient sur le parquet. J'ai traversé chaque pièce lentement.
Le salon où Victoria m'avait dit que je n'étais pas de la famille. La cuisine où Patricia et moi prenions notre café tous les matins. La chambre où nous avions dormi pendant 14 ans. Dans la cuisine, j'ai laissé quelque chose sur le comptoir, un classeur noir. À l'intérieur de ce classeur se trouvait un relevé de chaque dépense que j'avais engagée pour Victoria au cours des 14 dernières années. Reçu de scolarité, paiement de loyer, paiement de voiture, remboursement de prêts commerciaux, courses, factures, frais médicaux, frais de voyage, tout. J'avais passé des mois à le compiler, parcourant de vieux relevés bancaires, des factures de cartes de crédit, des reçus que j'avais gardés dans des boîtes d'archives. Dorothy m'avait aidé à tout organiser chronologiquement. Le total s'élevait à 473 000 $. Chaque page était étiquetée avec la date, le montant et ce à quoi ça correspondait. À la fin du classeur, j'avais inclus une lettre. La lettre disait « Victoria, tu m'as dit que je n'étais pas ton père. Tu m'as dit que j'étais un étranger. Tu m'as dit que j'avais fait semblant pendant 14 ans. Tu avais tort à propos de la comédie. Je n'ai jamais fait semblant. J'étais sincère dans tout ce que j'ai fait pour toi. Mais tu avais raison sur le fait que je ne suis pas ton père. Ton père est décédé quand tu avais 12 ans. Je suis juste l'homme qui a pris soin de toi après ça. Ce classeur représente à quoi ressemblait ce soin en termes financiers. Je ne te demande pas de me rembourser. L'argent n'a jamais été le but, mais je voulais que tu le vois. Je voulais que tu comprennes ce que cela signifie quand quelqu'un choisit d'être là pour toi. Ton vrai père aurait fait les mêmes choses que moi, probablement plus. Il t'aurait aimé inconditionnellement. Il aurait soutenu tes rêves, même ceux qui ont échoué. Il aurait été là à 2 heures du matin quand tu avais besoin de lui. J'ai essayé de faire ça aussi. J'ai essayé d'être quelqu'un sur qui tu pouvais compter. Tu as clairement fait comprendre que ce n'était pas assez. Ou peut-être que c'était trop. Ou peut-être que ça n'avait tout simplement pas d'importance parce que je n'étais pas la bonne personne. C'est ton choix. Mais c'est aussi mon choix de l'accepter et d'avancer. Je ne viendrai pas à ton mariage. Je ne paie pas pour ton mariage. Je ne paie plus pour rien d'autre dans ta vie. Pas parce que je suis en colère, bien que je le sois. Pas parce que je veux me venger, bien qu'une partie de moi le veuille. Mais parce que tu m'as demandé de disparaître, et je respecte cette demande. J'espère que ton mariage sera tout ce que tu veux qu'il soit. J'espère que Connor te rendra heureuse. J'espère que ta vie est pleine de gens qui répondent à tes critères de ce que signifie la vraie famille. Je ne serai pas l'une de ces personnes. Prends soin de toi, Victoria. Robert. J'ai laissé le classeur sur le comptoir, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7h30. C'était Patricia. Elle hurlait. Je ne l'avais jamais entendue hurler comme ça avant. Elle était allée à la maison pour récupérer quelques objets qu'elle avait oubliés. Les nouveaux propriétaires lui avaient donné la permission de passer avant qu'il n'emménage. C'est là qu'elle a trouvé le classeur. Elle a tout lu, puis elle a appelé Victoria. Victoria est arrivée en voiture. Elles l'ont relu toutes les deux, assises par terre dans la cuisine vide. Patricia continuait de hurler dans le téléphone. Elle a dit que j'étais cruel. Elle a dit que j'étais mesquin. Elle a dit que j'avais transformé un désaccord familial en guerre. J'ai dit, Patricia, Victoria m'a dit de disparaître. J'ai disparu. Je ne comprends pas pourquoi tu es surprise. Elle a dit, tu as tout détruit. Le mariage est dans 6 semaines. Comment est-elle censée payer pour ça? J'ai dit, ce n'est plus mon problème. Elle a dit, 400 000 $, Robert. Tu as gardé une trace de chaque centime. Quel genre de personne fait ça? J'ai répondu, le genre de personne qui voulait se souvenir qu'il comptait, puisqu'apparemment, personne d'autre n'allait s'en souvenir pour lui. Victoria a pris le téléphone. Elle pleurait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle ne le pensait pas. Elle a dit qu'elle avait été stupide et égoïste, et qu'elle comprenait maintenant ce que j'avais fait pour elle. J'ai dit, Victoria, tu le pensais. Tu pensais chaque mot. La seule chose pour laquelle tu es désolée, c'est qu'il y a des conséquences. Elle a dit, s'il te plaît, Robert, s'il te plaît ne fais pas ça. Je t'inviterai au mariage. Tu pourras t'asseoir au premier rang. Tu pourras me conduire à l'hôtel. Tout ce que tu veux.
J'ai dit, je ne veux pas d'une invitation par pitié. Je voulais du respect. Je voulais être traité comme si je comptais. Tu as clairement fait comprendre que ce n'est pas le cas. Alors maintenant, je vis en conséquence. Elle a supplié. Elle a dit qu'elle me rembourserait chaque centime. Même si elle n'avait aucune idée de comment. J'ai dit, garde ton argent. Dépense-le plutôt en thérapie. Essaie peut-être de comprendre pourquoi tu penses que les gens sont jetables. Puis j'ai raccroché. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des appels de l'oncle James à Toronto, de Connor, de deux des sœurs de Patricia, de la meilleure amie de Victoria. Tout le monde voulait me dire que j'étais déraisonnable. Tout le monde voulait me dire que je blessais des gens pour rien. J'ai arrêté de répondre à mon téléphone. Connor m'a finalement envoyé un email. Il a dit qu'ils avaient dû réduire considérablement le mariage. Il le déplaçait du vignoble de l'Okanagan à un petit restaurant à Vancouver. La liste des invités avait été réduite de 200 à 50. Pas de quatuor à cordes, pas de fleurs importées, juste une cérémonie simple et un dîner. Il a dit que Victoria était dévastée. Il a dit que Patricia ne parlait plus à Victoria, la blâmant d'avoir détruit la famille. Il a dit que toute cette histoire déchirait tout le monde. Il a demandé une fois de plus si je voulais bien reconsidérer ma décision. Je n'ai pas répondu. Le mariage a eu lieu comme prévu. Je le sais parce que la sœur de Patricia a posté des photos sur Facebook. Ça avait l'air bien. Petit, mais bien. Victoria portait une robe simple. Connor portait un costume. Il souriait pour la caméra. Je n'ai rien ressenti en regardant ces photos. Pas de satisfaction, pas de colère, pas de tristesse, juste rien. 3 mois après le mariage, Patricia a demandé le divorce. Je ne l'ai pas contesté. Dorothy s'est occupée de tout. Le divorce a été finalisé en 6 mois. Patricia m'a envoyé une seule lettre pendant cette période. Elle a dit qu'elle espérait que j'étais heureux maintenant que j'avais détruit notre famille. Elle a dit qu'elle avait gâché 14 ans avec moi. Elle a dit que j'étais un homme amer et petit qui ne supportait pas que son ego soit blessé. Je n'ai pas répondu à ça non plus. Victoria m'a envoyé une lettre aussi. Elle était longue, décousue, pleine d'excuses et d'explications. Elle a dit qu'elle avait été stressée par le mariage. Elle a dit qu'elle n'avait pas réfléchi à ce qu'elle disait. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant à quel point j'avais fait pour elle et qu'elle passerait le reste de sa vie à être reconnaissante. Je ne l'ai pas cru, mais j'ai apprécié l'effort. Je n'ai pas répondu à ça non plus. 6 mois après le divorce, j'ai déménagé à Victoria-la-Ville, pas la personne. J'avais toujours aimé l'île. C'était plus calme là-bas. J'ai acheté une petite maison avec vue sur l'océan, quelque chose que je pouvais me permettre facilement avec l'argent de la vente de la maison de Vancouver et du partage des biens avec Patricia. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire, enseignant l'éducation financière aux jeunes adultes. J'ai rejoint un groupe de randonnée. Je me suis mis à la peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Les gens me demandent parfois si j'ai de la famille. Je dis que j'en avais, mais plus maintenant. Ils ne posent généralement pas d'autres questions. J'ai 63 ans maintenant. J'ai assez d'argent pour vivre confortablement le reste de ma vie. J'ai des passe-temps que j'apprécie, des amis que je vois régulièrement, une routine qui me rend heureux. Je ne pense plus beaucoup à Victoria. Quand je le fais, je ne ressens pas de colère. Je me sens juste distant, comme si c'était quelqu'un que j'avais connu il y a longtemps. Je ne pense pas non plus à Patricia. Je pense à moi-même, au choix que j'ai fait et si je ferais quelque chose différemment. Je ne le ferai pas. Les gens pensent que la vengeance consiste à blesser la personne qui vous a blessé. Ce n'est pas le cas. La vengeance consiste à reprendre sa dignité. C'est refuser de laisser quelqu'un vous traiter comme si vous ne comptiez pas, pour ensuite continuer à profiter de votre présence. Je n'ai pas détruit ma famille. Ils l'ont fait quand ils ont décidé que j'étais jetable. J'ai juste accepté leur décision et j'ai agi en conséquence. Victoria voulait que je disparaisse. Alors, je l'ai fait. Pas de la façon dont elle l'entendait, où je m'absenterais tranquillement du mariage tout en étant là pour tout payer. Toujours là pour appeler quand elle avait besoin de quelque chose. Toujours là pour jouer le rôle du beau-père reconnaissant qui connaissait sa place. J'ai disparu complètement. J'ai pris mon argent, mon temps, mon énergie, et je les ai redirigés vers des gens qui les valorisaient vraiment. Ce n'est pas de la cruauté.
C'est du respect de soi. Le mois dernier, j'ai reçu un message de Connor sur Facebook. Il a dit que Victoria avait donné naissance à leur premier enfant, une fille. Il a dit qu'il l'avait nommée Patricia, comme sa grand-mère. Il a dit que Victoria parlait beaucoup de la famille ces derniers temps, de comment elle voulait faire mieux avec sa fille qu'elle ne l'avait fait avec les gens qui s'étaient occupés d'elle. Il a dit qu'elle aimerait me parler un jour si j'y étais ouvert. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai supprimé. J'ai 63 ans. Je n'ai pas le temps d'apprendre à des adultes comment traiter les gens avec respect. C'est quelque chose qu'ils auraient dû apprendre il y a longtemps. J'ai un cours de peinture cet après-midi. Demain, je fais une randonnée au Mont Douglas avec mon groupe. La semaine prochaine, je commence un atelier sur la planification de la retraite au centre communautaire. Ma vie est pleine. Elle est calme, mais elle est pleine et c'est la mienne. Victoria a obtenu ce qu'elle demandait. J'ai disparu. Et en faisant cela, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu.